Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 3 février et dans l'actualité de ce jour, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part par visioconférence à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet consacré à l'harmonisation des points de vue des pays de la sous-région concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Inauguration du premier centre de services agricoles boutique Calivoire à Bengourou par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Le centre devrait permettre aux producteurs de bénéficier du meilleur appui conseil possible dans le but d'améliorer leur production et d'augmenter leurs revenus. Et puis en République centrafricaine, la coalition de l'opposition démocratique COD 2020 ne reconnaît pas les élections présidentielles et législatives et se retire entièrement du processus électoral en cours. Elle ne présentera aucun candidat ni aux élections partielles à venir, ni au second tour des législatives. Voilà pour le titre. Ce mercredi 3 février 2021, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République à Abidjan. Un conseil des ministres sous la présidence d'Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Le compte-rendu complet de nos reporters au palais de la présidence de la République dans nos prochaines éditions. Et je vous disais en titre, les pays de la sous-région ouest africaine doivent faire preuve de solidarité. Mardi, le président Alassane Ouattara a pris part à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une rencontre par visioconférence qui a permis aux dirigeants de se pencher sur les élections à l'Union africaine. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les élections à l'Union africaine. Les dirigeants de l'espace CEDEAO, à l'approche de cette échéance, ont accordé leur point de vue concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État pour la période 2022-2023, présidence qui revient à la sous-région ouest africaine. Ils ont également procédé à l'harmonisation des candidatures des pays membres de la CEDEAO aux élections des commissaires et des dirigeants de l'Union africaine prévues lors du 34e sommet de l'UIA le 6 février 2021 à Addis Abeba. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui veut assumer d'importantes responsabilités au sein de l'organisation continentale, entend ainsi définir des priorités stratégiques, se fixer des objectifs clairs et se donner les moyens de les atteindre en agissant de façon coordonnée. Et sauf surprise, c'est le Sénégal qui va assurer, à compter de février 2022 jusqu'en 2023, la présidence tournante de l'Union africaine. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à l'ouverture d'un centre de services agricoles à Bengourou, dénommé la boutique Calivoire. Ce centre permettra de vendre des produits phytosanitaires de qualité. Il apportera également une assistance aux agriculteurs à travers des conseils pour une meilleure production agricole. Un projet soutenu par le gouvernement américain à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Les explications d'Herman Yamia. Le gouvernement ivoirien veut encourager les agriculteurs à abandonner la culture extensive pour se consacrer uniquement à la culture intensive. Une culture intensive qui utilise peu de terres mais permet de produire en quantité et en qualité grâce aux produits phytosanitaires qui seront utilisés. À terme, il s'agit de passer à la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Pour y arriver, il faut des outils modernes, d'où l'ouverture des centres de services agricoles dénommés boutiques Calivoire, dont le premier est ouvert ce jour à Abengourou. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de pouvoir inaugurer le premier de ces centres-là, premier d'une série de 4 que nous comptons faire avec notre partenaire CNFA. Mais l'idée pour nous, c'est de continuer sur ce programme-là et pouvoir, dans les 2 prochaines années à venir, mettre en place 40 centres de services agricoles. Ce projet est soutenu par le département de l'agriculture américain à hauteur de 8 milliards de francs CFA à travers le projet MOCA qui signifie maximiser les opportunités du secteur du cacao. Les États-Unis étant
Le plus grand pays consommateur de produits basés sur le cacao dans le monde, ils veulent donc, à travers ce soutien financier, des produits de bonne qualité pour leur marché. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un fier premier producteur du monde de cacao. 43%, c'est énorme. 2 millions de tonnes par année de fèves de cacao. Mais il y a encore des opportunités pour améliorer, car la productivité par hectare a encore des chances d'augmenter. Et surtout, les pertes pour les producteurs. Il y a beaucoup de pertes pour les producteurs de cacao qu'on peut réduire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, après avoir remercié le gouvernement américain pour cette franche collaboration, a souligné qu'à travers cette boutique qui constitue une véritable clinique agricole, les paysans pourront se procurer les semences de qualité, des engrais et des pesticides homologués. L'objectif, c'est de pouvoir à terme atteindre toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers d'être ici. D'être ici pour inaugurer donc, la boutique qui va permettre aux producteurs de cette localité de disposer des produits et de ne plus faire le déplacement sur Abidjan. C'est un travail de proximité qui se fait et qui a aussi son efficacité. Le projet MOCA couvre 3 régions en Côte d'Ivoire, l'Indénie-Guablin, la Nawa et le Haut-Sassandra, avec 25 coopératives et 4 centres de services agricoles. On reste à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Hydraulique a effectué dimanche dernier une tournée de travail dans le département de Didiévi, une tournée au cours de laquelle Laurent Tchagba a inauguré un château d'eau et lancé les travaux d'un second forage dans les localités de Yao, Loukkoukro et Bodo pour un coût global de 800 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Charles Tatou. 37%, c'est le taux d'exécution des travaux du projet du renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et des 120 localités à la date du 30 janvier 2021. Lancé le 20 juin 2020, ce projet de 169 milliards de francs CFA vient mettre fin à la souffrance des populations de Boaké. En définitive, une station de pompage d'eau brute sera construite sur le lac Kossou. À partir de cette station, l'eau sera conduite par une canalisation sur un peu plus de 50 km jusqu'à la nouvelle station de traitement d'eau en construction à la Loca. Les travaux avancent en dépit des perturbations dues à la Covid-19. On a pu réaliser l'approvisionnement en canalisation du chantier à 100% et puis réaliser jusqu'à 36% la pose des canalisations effectivement. Démarrer les travaux de génie civil à la fois sur la station de pompage, la station de traitement. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique s'est rendu sur le chantier. Laurent Tchagba s'est dit satisfait du niveau de réalisation du chantier. Il exhorte les équipes à travailler afin de mettre les populations de la région du Béké à l'abri des difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Nous avons fait la visite, n'est-ce pas, de la pose, des poses de canalisation depuis l'Exor jusqu'à ici. On se rend compte que les choses avancent correctement. Donc dans l'ensemble, nous sommes quand même à 37% de réalisation des travaux. Ce projet doit nous permettre de sécuriser Boaké et tous les environs. Notre souci, c'est de faire en sorte que les travaux prennent fin rapidement. Pour une durée de 24 mois, ce projet permettra à terme de sécuriser l'alimentation en eau potable de la région du Béké jusqu'en 2045. Le reportage était plutôt signé Soro Corona. On parle maintenant de la rencontre de la revue annuelle et de planification de l'Association africaine de l'eau qui s'est tenue à Assini Mafia. À l'issue de la rencontre, il a été décidé de la mise en place d'un plan d'action 2021, un plan qui permettra de contribuer à l'atteinte de la cible 6 des objectifs de développement durable ODD, à savoir garantir l'accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. La conclusion des travaux avec Walter Amadou Ouattara. Assini Mafia, département d'Adiaké, dans la région du Sud Comoé. C'est ici qu'a choisi l'Association africaine de l'eau, AAE, pour faire le point de ses activités de l'année 2020 et planifier la mise en œuvre de ses programmes actuels. Nos sociétés d'eau ont eu aussi beaucoup de génie à mettre en place des idées pour pouvoir distribuer de l'eau beaucoup plus aux populations et de l'eau de bonne qualité. Avec le Covid, les voyages sont quelque peu restreints, mais il faut néanmoins faire en sorte à ce que l'assainissement
autonome qui amène donc les populations à se trouver dans de meilleures conditions sanitaires puisse être développée comme il se doit. 285 millions de personnes qui vivent en zone urbaine et 65 millions en milieu rural ont pu bénéficier depuis 2015 de l'impact des actions de l'Association africaine de l'eau. Malgré ses efforts dans la quête de solutions aux crises de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique, il reste encore environ 320 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable. L'AAE est consciente qu'elle a encore du chemin à faire. Il y a un programme assez important qui va être conduit dans 26 pays. Le challenge que nous avons, c'est la mise en œuvre de l'Académie africaine de l'eau et de l'assainissement. Cette académie va nous permettre de former un nombre important de gens en Afrique qui prend en compte des spécificités des différentes régions. Des participants venus de l'extérieur ainsi que le maire de la commune d'Assinimafia apprécient l'esprit de la rencontre et émettent des préoccupations. Notre commune a 8 villages qui sont dans une zone insulaire. Il faut pouvoir trouver de l'eau en profondeur. C'est plus difficile lorsqu'on est dans une île. Quand vous êtes isolé, vous avez cette problématique de trouver l'eau potable. Nous attendons voir des résultats positifs pour pouvoir continuer. Il y a différents projets que nous menons ensemble et en termes de succès, mais aussi en termes de faiblesse pour voir où est-ce qu'on peut encore améliorer en tant que société d'eau, mais en tant que partenaire de l'AE. L'Association africaine de l'eau compte 150 membres répartis dans 45 pays d'Afrique et hors du continent. Cette association a été fondée par Feu Marcel Zadi Kessi. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a effectué hier mardi à Yopougon une visite de terrain à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il s'agissait pour lui de s'assurer du bon déroulement de la formation de 500 jeunes, des jeunes bénéficiaires du programme de formation par apprentissage au métier de la mer, un projet initié par l'agence Emploi Jeunes. Les détails de la visite avec Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, dans l'enceinte de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il vient se rendre compte du bon déroulement de la formation pratique de 500 jeunes filles et garçons à 15 métiers de la mer. Ces jeunes déscolarisés ou peu scolarisés, sélectionnés sur 8040 postulants, sont âgés de 14 à 30 ans. Ils sont bénéficiaires du programme de formation par apprentissage de l'agence Emploi Jeunes. Un projet qui vise pour eux à s'insérer professionnellement et à se prendre en charge. J'ai validé mon test. Je trouve que c'est un bon test. Voilà, vu les métiers de la mer, ça m'intéresse et raison pour laquelle j'ai été sélectionné. Je fais la maintenance nautique. La formation, elle se passe bien. On fait de nos mieux et vraiment les formateurs aussi font de leur mieux. Le ministre Mamadou Touré s'est entretenu et a prodigué des conseils aux différents acteurs de la formation. Je suis venu moi-même me rendre compte de l'effectivité de ces programmes de formation et m'assurer de l'assiduité de ces jeunes. J'ai profité de cette visite pour dire qu'effectivement le gouvernement se mobilise aujourd'hui en faveur de l'employabilité des jeunes et ceux qui ont été recrutés, les 500, le seront pendant 6 mois. Mais nous avons convenu avec les directeurs de l'académie qu'après ces 6 mois, les métiers dans lesquels les jeunes seront formés, certains d'entre eux seront placés en entreprise et les prospections ont déjà commencé et les autres seront installés à leur propre compte et l'agence Emploi Jeunes mettra les moyens nécessaires pour les accompagner. 265 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour ce projet. Cette formation des jeunes au métier de la mer fait suite à une convention signée le 26 novembre 2020 entre l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'agence Emploi Jeunes. Et on ouvre à présent le dossier Éco-Plus de la rédaction de RTI 1. Chaque année en Côte d'Ivoire, les vagues rongent les côtes marines d'au moins 1 mètre, voire plus. Plusieurs villages du sud du pays sont déjà touchés par le phénomène. Et c'est aussi le cas à Ranlaou et à Sénémafia. Et selon les experts, le phénomène touche les 3/4 du littoral ivoirien. Une récente évaluation du BNet estime à 2355 milliards de francs CFA le préjudice économique de l'érosion côtière. L'érosion côtière, une menace au développement économique, c'est un sujet de Mahama Traoré.
Après 10 minutes de traversée de la lagune Abi, nous rallions le village de Babianéa dans la commune d'Assini Mafia. En cet après-midi, les habitants vaguent sereinement à leurs occupations. Non loin de là, les vagues de la mer. Dans ce cadre de vie rêvé d'une presqu'île, rien ne laisse planer le spectre d'un danger permanent sur Babianéa. Pourtant, au mois de septembre dernier, la mer en furie avait alors envahi tout le village, causant d'importants dégâts matériels. Et Dieu merci, on a eu des gens pour nous aider à envoyer les sacs. On a pu remplir pour pouvoir bloquer juste un peu. Mais ça, c'est en attendant. Ça peut arriver un coup du moment où on ne sait pas à quelle heure ça a déclenché. Donc là, vraiment, on est beaucoup inquiets. La mairie envisage la délocalisation du village de Babianéa. Nulle autre solution pour l'heure, car la mer avance du fait de l'érosion côtière. Le phénomène menace même le potentiel économique de la cité d'Assini Mafia. Il n'y avait pas ça ici. La mer était jusqu'au fond, disons 1 kilomètre. Je peux dire 1 kilomètre. Tout ici, il y avait des maisons. Il y avait des maisons, il y avait même des bas ici, que la mer a détruit tout. La commune d'Assini Mafia est composée de 16 villages. Et dans ces 16 villages, nous avons pratiquement 14 villages qui sont soit côté mer, soit côté lagune. Et donc tous ces villages-là subissent l'effet de l'érosion. Ça réduit les plages de la commune. Or, notre atout, ce sont les plages. En dehors du village, il y a quand même des sites hôteliers. Quand une vague traverse notre bar ou notre hôtel ou notre restaurant, c'est toujours des gros dégâts, surtout au niveau de l'électricité. Ça vient que rajouter malheureusement quelque chose à ce qu'on investit et ce qu'on entretient toute l'année. Ces dernières années, le littoral ivoirien long de 566 km a vu ses 3/4 être rongé par la progression des eaux marines. Selon les études, les vagues avancent d'1 à 2 mètres par an et à certains endroits de 3 à 10 mètres. Si jusque-là le village de Laoukmanda à Grand Laou en était l'exemple palpable, le phénomène n'épargne aujourd'hui aucune localité de la côte marine, de Tabou à la frontière ivoiro-ghanéenne, même les 2 villes portuaires que sont San Pedro et Abidjan. En août 2011, le quartier Gonzagueville de Port-Boué avait subi un raz-de-marée. La nuit donc du 25 au 26 août 2011, on a eu un raz-de-marée qui a fait avancer donc la mer de 10 mètres sur toute la côte. Donc l'État a trouvé nécessaire de déloger toutes ces personnes, de les délocaliser parce qu'il y va de la vie des hommes. En plus de cet impact social, les vagues de la mer laissent derrière elles une note économique salée. La route qu'on appelle la côtière aujourd'hui est pratiquement impraticable. On peut tout de suite voir les coûts de construction et de réhabilitation de la côtière, par exemple, et déduire combien est-ce que ça coûte à l'économie ivoirienne. L'érosion côtière aussi, à certains endroits, détruit les habitats. Et cela a un impact sur les stocks halieutiques, sur les stocks de poissons. Et ça fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui importe déjà près de 80% de ses besoins en poissons, va en importer encore plus. Les études du ministère de l'Environnement révèlent qu'une hausse du niveau de la mer d'1 mètre est susceptible d'inonder 54 km² de terre et une montée des eaux de seulement 0,5 mètres pourrait faire disparaître 1000 km de voirie. Cette réelle menace a été identifiée comme un obstacle majeur à la vision de développement qu'entrevoit la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040, surtout que le littoral ivoirien est un pôle économique abritant 80% des activités industrielles du pays. En 2008, le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, avait évalué à 2355 milliards de francs CFA les pertes possibles qu'occasionneraient les effets de l'érosion côtière sur le littoral ivoirien. Si les politiques environnementales ne sont pas appliquées de façon rigoureuse, on risque d'arriver à un désastre écologique. Il faut absolument la traiter avec beaucoup de diligence et faire en sorte que nous puissions voir dans les années à venir toute une politique publique qui se met en place avec des résultats visibles pour justement contrer cette situation. Pour lutter contre l'érosion côtière, le gouvernement ivoirien s'est doté en 2017 d'une loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Un autre mécanisme mis sur pied avec l'appui financier de la Banque mondiale
le projet WACA, programme de gestion intégré du littoral ouest africain. Il y a un certain nombre de choses à faire au profit des populations et puis il y a aussi des ouvrages à construire. Et ces ouvrages désormais ne sont pas que des ouvrages physiques, des ouvrages durs, mais parfois on peut aller vers des solutions où on construit avec la nature, c'est-à-dire préserver des zones où nous avons des mangroves, ne pas les couper parce que les mangroves protègent naturellement la côte. Le projet WACA dispose d'un financement de 15 milliards de francs CFA, mais il en faut bien plus pour maîtriser les vagues de la mer. Selon le coordinateur régional de ONU Environnement, un pays comme la Côte d'Ivoire doit investir en moyenne 50 à 60 milliards de francs CFA par an pour freiner l'avancée de la mer. Le dossier de Mahama Traoré à retrouver dans nos différentes éditions sur RTI 1. Un mot de santé à présent, le nouveau centre hospitalier régional de San Pedro qui va être transformé en CHU sera livré au plus tard en juillet 2021. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaawele a effectué une visite du chantier sur le site pour voir de près l'état d'avancement des travaux exécutés à ce jour à plus de 50% selon le BNET en charge du suivi et du contrôle. Sam Conan. Initialement prévu pour être l'hôpital général, ce sera plutôt le nouveau CHR, Centre hospitalier et régional de San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, en visite de travail sur le site de construction. Au départ, on avait annoncé un hôpital général, mais à la vérité, nous voyons très bien que ça va au-delà d'un simple hôpital général, que c'est plutôt un centre hospitalier régional avec la perspective de voir ça même passer en centre hospitalier universitaire. Selon le BNET, Bureau d'études techniques et de développement qui fait le suivi et le contrôle, le taux d'exécution des travaux de construction est estimé à 50%. Pour les travaux en cours, nous avons le gros œuvre qui est achevé à 90%, la charpente métallique qui est achevée à 95%, la couverture qui est également achevée à 95%. Aujourd'hui, nous notons un avancement, tout corps d'État confondu, y compris les équipements, à 50%. Bâti sur une superficie de 8 hectares à proximité de l'université de San Pedro, également en construction, le futur CHR ultramoderne va abriter 16 blocs et 15 services hospitaliers. Pour le ministre Eugène Akaawele, les travaux avancent bien. C'est pour nous une grande fierté de voir que le système de santé est vraiment en marche. L'entreprise prévoit, sous la supervision du BNET, commencer l'équipement de ce centre hospitalier régional à partir de mars-avril et puis livrer cela autour de juin-juillet 2021. À partir de là, je crois qu'on pourra parler de système performant de santé à San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a ensuite visité les travaux de mise à niveau de l'ancien CHR avant de rencontrer le personnel soignant, à qui il a traduit les félicitations du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Eugène Akaawele leur a expliqué la nouvelle politique hospitalière qui fait le bonheur et du patient et du personnel soignant. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 2 février. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, mardi 2 février 2021, 132 nouveaux cas de Covid-19 sur 3656 échantillons prélevés, soit 4,2% de cas positifs, 229 guéris et 2 décès. Depuis hier donc, la Côte d'Ivoire compte 28 607 cas confirmés, dont 26 724 personnes guéries, 158 décès et 1725 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 349 351. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que l'épidémie n'est pas terminée. Il recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières, notamment le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun.
On continue à parler de coronavirus. Le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, veut s'impliquer dans la lutte contre la Covid-19. Il s'engage à financer 5 projets qui joueront un rôle majeur dans l'éradication de la pandémie. L'objectif de cet appel à projet est de permettre à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée d'apporter leur contribution dans la prise en charge des maladies chroniques transmissibles et non transmissibles. C'était jeudi dernier la rencontre académique solennelle, la rentrée académique solennelle 2020-2021 de l'ASCAD a eu lieu à Cocody, une occasion pour récompenser les 2 lauréats de la bourse ASCAD 2020 et d'honorer des personnalités du monde de la musique, de la danse, du théâtre et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la nouvelle rentrée de l'ASCAD est placée sous le signe du soutien à la culture, de la paix et de la sauvegarde de l'humanité. Le rendu de Jean-Marc Adjadji. Scientifiques, écrivains, artistes de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, tous réunis pour célébrer la rentrée solennelle 2020-2021 de l'institution et attribuer les bourses de recherche. Les docteurs Brahima Seyi et Tamia Kwaku sont les heureux lauréats de la bourse. Ils empochent au total 6 800 000 francs CFA pour la pertinence de leurs travaux dans les secteurs de l'environnement et de l'agriculture. Ce projet qui nous a permis de remporter le second prix de l'ASCAD est intitulé « Durabilité de la culture cacaoyère en Côte d'Ivoire dans un contexte de changement écologique et social ». Ce projet a été suscité face au contexte dans lequel nous vivons actuellement. Et ce contexte concerne le changement climatique, mais aussi la rareté de la rente forestière qui était vraiment le précédent culturel de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. L'ASCAD, fidèle à sa mission de faire rayonner les cultures et les arts, a honoré les œuvres des artistes Baïs Pinto, Feu Rosemary Guiraud et du professeur Adepo Yapo. Ce que nous avons essayé de faire, nous, à l'Académie, c'est justement d'opter pour ne peut-être pas réinventer le rôle du savant, mais de le recadrer. Et vous avez vu que le programme que nous proposons reflète un peu cet esprit académique, en récompensant des artistes, en récompensant des travailleurs de la science qui sont en dehors de l'Académie. Créée le 1er septembre 2003, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, ne déroge pas à sa règle, celle de contribuer au développement de la personne humaine par la sensibilisation sur le changement climatique. Du sport, du football à présent, le comité de normalisation de la FIFA, présidé par Mariam Dao Gabala, a fait hier mardi une importante déclaration à son siège. L'organe installé par la FIFA veut compter sur l'appui de tous les acteurs du football local afin de relancer le championnat national dans le plus bref délai. Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Resso. Rassembler, mobiliser et mettre tout en œuvre pour sauver le football ivoirien. Principale mission du comité de normalisation. Pour réussir ces missions, la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala et ses pairs, entament les concertations avec les acteurs du ballon rond. Après avoir entendu l'équipe de management de la FIFA, le comité de normalisation entamera une autre phase de la concertation, celle des acteurs clés. Notre mission pendant ces journées de concertation, qui vont concerner les clubs de D1, de D2 et de D3, qui vont aussi concerner toutes les parties prenantes et les groupements d'intérêt, c'est d'abord de les écouter. De les écouter parce que si nous sommes là aujourd'hui, comité de normalisation, c'est qu'il y a eu crise. Il faut les écouter. Et nous sommes là pour les écouter parce que nous sommes à leur service. Nous allons les écouter, mais nous allons aussi ensemble essayer de voir comment remettre le ballon au centre du terrain. Comment et dans quelles conditions est-ce que nous pouvons redémarrer un championnat le plus rapidement possible? Mariam Dao Gabala et son équipe souhaitent l'implication de la presse et de la population afin de réussir leur mission avant la date du 31 décembre 2021.
Et je vous le disais en titre, en Centrafrique, la coalition de l'opposition démocratique a annoncé mardi soir son retrait de la suite du processus électoral. Elle ne présentera aucun candidat ni aux élections partielles à venir, ni au second tour des législatives. Lundi, la Cour constitutionnelle a annoncé les résultats définitifs de ce premier tour. Pour la coalition, le processus électoral a été vicié dans le but d'obtenir une assemblée monocolore composé uniquement de militants du MCU, le mouvement du président Faustin Archange Touadéra. Je vous donne à présent la principale information de ce journal. Ce mercredi 3 février 2021, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République à Abidjan. Un conseil des ministres sous la présidence d'Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Le compte-rendu complet de nos reporters au palais de la présidence de la République dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. La suite de l'information, c'est à 20h avec Marie-Laure Ongoran. Restez sur RTI 1.